Ils étaient impassibles. Aujourd'hui, ils supplient à genoux le pardon de Traoré. Mais que s'est-il vraiment passé sur cette route sanglante du Burkina Faso? Imaginez la scène. Dans une salle d'audience silencieuse, des hommes autrefois sûrs d'eux, accusés d'avoir brûlé vifs 7 commerçants ghanéens venus vendre des tomates pour nourrir leur famille, vacillent. Les chaînes à leurs poignets résonnent tandis qu'ils tremblent devant Ibrahim Traoré, le président burkinabé, venu leur faire face sans un mot de trop, le regard chargé d'une colère froide. Pendant des jours, ces accusés ont tenu bon, détaillant calmement comment ils avaient bloqué la route, encerclé le camion, allumé le feu, comme si tout était normal. Mais plus le verdict approche, plus leur voix se brise. Nous avons été manipulés, ose l'un d'eux, la voix trahie par la peur. D'autres baissent la tête, cherchant une échappatoire. L'audience est suspendue à chaque mot. Ces hommes, venus du Moyen-Orient, prétendent avoir obéi à une cause religieuse, trompés par ceux qui exploitent les failles africaines au nom d'idéologies étrangères. Mais face à Traoré, il n'y a plus de slogan. Il ne reste que la vérité nue et la douleur des familles qui pleurent. Dans cette salle, la tension est à son comble. Que risquent vraiment ces accusés? Peuvent-ils espérer le pardon ou le continent exige-t-il justice? Car si la justice chancelle, l'Afrique restera une terre que d'autres brûlent et divisent dans l'ombre. Alors, le procès pourra-t-il enfin briser ce cycle de manipulation et rendre justice aux innocents? Pour comprendre l'ampleur de ce drame, il faut retourner là où tout a commencé, sur la route, à la première lueur du crime, et plonger dans les premières révélations bouleversantes du procès. Silence de mort. L'Afrique retient son souffle. Le chef d'État entre, le regard noir, face aux bourreaux enchaînés. Dans la salle du tribunal militaire de Ouagadougou, la tension est palpable, une tension qui pèse sur chaque respiration, sur chaque regard échangé entre les familles endeuillées et les accusés venus du Moyen-Orient. Ce matin-là, l'air semble plus lourd que jamais. Les bancs sont remplis de proches venus du Ghana, certains serrant dans leurs mains des paniers de tomates, comme un symbole muet du drame. D'autres, debout dans le couloir, n'osent même pas murmurer. Les soldats, eux, ne quittent pas l'assemblée du regard. Au centre de toutes les attentions, 7 commerçants ghanéens, des hommes ordinaires, des pères, des frères, des fils, partis pour nourrir leur famille, brûlés vifs dans leurs camions alors qu'ils franchissaient la frontière, des caisses de tomates sur les sièges arrière. Leur histoire est celle de milliers d'Africains, travailleurs et innocents, broyés au détour d'une route par la violence la plus crue. En face, les accusés, 4 hommes au visage creusé, enchaînés, hagards, sous surveillance resserrée. Venus du Moyen-Orient, ils sont jugés pour avoir planifié et mené une attaque atroce, sous prétexte de cause religieuse. Mais dès les premières confessions, la vérité éclate. Ils ont été endoctrinés, manipulés par des recruteurs étrangers, persuadés que frapper des commerçants africains était un acte de justice. On nous a répété que ce pays était brisé, que notre mission était de le purifier, confesse l'un d'eux, la voix tremblante. Ils ont été formés à voir le commerce, la vie, tout simplement, comme une menace à abattre. Le climat dans la salle est étouffant. La douleur se mêle à la colère froide d'Ibrahim Traoré, dont les yeux ne quittent pas les accusés. Un silence de plomb tombe lorsque l'un des hommes avoue « C'est moi qui ai jeté l'essence ». Puis, au fil des témoignages, l'horreur se précise. Les accusés savaient parfaitement que le camion transportait des commerçants ghanéens. Ils ont bloqué la route, tiré en l'air, semé la panique, puis allumé le feu. Les familles éclatent en sanglots, submergées par la cruauté de ce qui est raconté. Et la salle, sidérée, comprend. Ce n'est pas seulement un crime de sang, mais un crime voulu, planifié, justifié par des discours venus d'ailleurs. Ce procès, ce n'est pas juste la justice d'un pays, c'est la dignité de tout un continent qui se joue. Car ne pas comprendre la nature réelle de ce crime, c'est laisser la porte ouverte à sa répétition. C'est risquer de voir les fractures africaines s'élargir sous l'effet des manipulations étrangères. Mais ce n'est encore que le début. Car lorsque les accusés entrent dans le détail de leurs crimes, c'est l'horreur planifiée qui surgit.
Nous savions qu'il y avait des commerçants dans le camion. Nous avons allumé le feu. » Cette phrase, prononcée sans détour devant le tribunal, a glacé la salle d'audience. Pendant un instant, le silence fut tel que le simple clic d'un appareil photo résonnait comme un coup de tonnerre. Face au juge, l'un des accusés raconte. Ils avaient encerclé le camion, bloqué la route. La tension était à son comble. À l'intérieur, les commerçants ghanéens criaient à l'aide, leurs voix se mêlant dans plusieurs langues, parfois incompréhensibles pour leurs agresseurs. L'un des meneurs, disent-ils, leur avait ordonné d'agir. « Ce sont les ennemis du système », affirmait-il. Alors, méthodiquement, ils ont répandu de l'essence sur les pneus, allumé la mèche, tiré en l'air pour empêcher toute fuite. La mécanique du crime se dévoile, organisée, froide, presque industrielle. Plus d'une centaine de personnes impliquées, les lignes téléphoniques sectionnées pour éviter toute alerte, les environs surveillés. Rien n'était laissé au hasard. Face au procureur, l'un des plus jeunes accusés, à peine 25 ans, tremble en racontant sa nuit. Il était posté sur le bas-côté, fusil en main, chargé d'empêcher toute évasion. Un commerçant a tenté de s'échapper, sautant du camion et courant vers les fourrés. « J'ai tiré à ses pieds », avoue-t-il en pleurant. Il est tombé. Je ne sais pas si c'est la balle ou la peur qui l'a arrêté. D'autres l'ont ramené de force au groupe. La détresse pointe déjà. La carapace se fissure. Certains sanglotent. D'autres tentent de se justifier, clament avoir été trahis, manipulés. Le procès révèle l'endoctrinement insidieux. Ces hommes affirment qu'on leur a martelé que les commerçants étaient des rouages du système à abattre, des ennemis désignés par des voix venues d'ailleurs. Un accusé, à bout, explose. « On nous a menti. On nous a dit qu'on était appelés au nom de l'Afrique, qu'on était les élus. » La désillusion est brutale. Le président Traoré tranche sans détour. « L'Afrique ne vous a pas appelé. Elle ne vous a pas demandé de brûler ses fils. » Le choc est palpable. La salle découvre avec stupeur comment la manipulation idéologique, savamment orchestrée, a transformé des hommes ordinaires en complices d'un massacre. La froideur d'origine laisse place au remords. Un autre accusé avoue avoir d'abord ressenti de la fierté. Mais très vite, le cauchemar s'est imposé. Je n'arrivais plus à dormir. J'entendais encore les cris. L'impact humain est immense. Traoré insiste. Il y a toujours des enfants qui attendent que leur père rentre. Les mots percutent, réveillent les consciences endormies. Le récit va plus loin. Après l'incendie, des assaillants pillent des boutiques voisines. Les preuves satellites défilent. Carcasse calcinée du camion, sol noirci, souvenirs brûlés. Une survivante ghanéenne témoigne à distance, la voix brisée. On a vu la fumée. En réalité, ce n'est pas seulement un crime. C'est une opération calculée, nourrie par la haine, orchestrée pour diviser et terroriser. Découvrir ces détails, c'est comprendre à quel point la manipulation peut transformer la douleur africaine en arme et l'innocence en cible. Mais au-delà des faits, ce sont les conséquences morales, humaines, sociales, que ce procès va révéler. Il n'y a rien de plus grand que la vie. Dans la salle d'audience, l'émotion est palpable. Les visages sont graves, la tension est vive. Les accusés, qui hier encore affichaient une froideur mécanique, semblent maintenant brisés par le poids de leurs actes. L'un après l'autre, ils expriment leurs regrets. Ils parlent de la peur, de la confusion, de l'illusion qu'on leur a imposée. On nous a dit que l'Afrique était faible. Ils avouent avoir cru que personne ne se lèverait, que la division et la résignation leur ouvrirent la voie. Mais aujourd'hui, face à la justice burkinabé, ils découvrent une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Quand le procureur leur demande ce qu'ils ont ressenti en quittant la scène, le silence tombe. D'abord, il y a l'aveu d'une fierté honteuse. Puis, la nuit venue, les cris des victimes les hantent. Un autre accusé, la voix tremblante, ose dire « On était persuadé que vous ne réagiriez pas ». La réponse d'Ibrahim Traoré claque comme un verdict définitif. « Vous n'êtes pas des sauveurs. Vous êtes des destructeurs. » Le procès bascule alors dans une dimension symbolique. Ce n'est plus un simple affrontement entre bourreaux et victimes.
c'est la dignité d'un continent tout entier qui se joue ici. Ibrahim Traoré, droit et ferme, rappelle avec force que l'Afrique n'est pas et ne sera jamais le champ de bataille des colères étrangères. Notre patience, dit-il, est immense, mais elle n'est pas synonyme de faiblesse. Quand elle s'épuise, la justice prend le relais. Puis, le témoignage d'une survivante ghanéenne bouleverse la cour. Sa voix, fragile, traverse l'écran. Ils allaient juste acheter des tomates, rien de plus. Elle raconte la peur, la fumée, les cris. Derrière chaque mot, le poids de l'innocence détruite. Ces commerçants n'avaient ni armes, ni haine. Ils sont tombés victimes d'une idéologie qui ne leur appartenait pas, d'une rage importée, utilisée pour raviver des blessures africaines. La nation tout entière retient son souffle. Car ce procès n'est pas qu'une page sombre de plus dans l'histoire, il est un signal fort. L'Afrique refuse désormais de se taire, de détourner le regard. Les institutions burkinabais, sous le regard de tous, jouent à leur crédibilité, et avec elle, la dignité des familles est brisée, la mémoire des innocents. Laisser passer, relativiser ces crimes, ce serait trahir non seulement les victimes, mais la souveraineté même du continent. Dehors, le soleil tombe et laisse place à une lumière rouge, comme pour rappeler que la justice, ici, n'est pas abstraite. Elle est le dernier rempart contre la barbarie, la flamme fragile qui protège la cohésion et l'espoir. Le public africain le comprend. Le sort de la justice, la force de l'unité, se joue là, dans cette salle. Après l'émotion, il reste une question essentielle. Quelles leçons tirer et comment empêcher que de telles tragédies ne se répètent? C'est ce que nous allons explorer ensemble, tout de suite. L'Afrique ne sera plus le terrain de jeu des discours extérieurs. Ce procès le prouve. Il ne s'agit plus seulement de juger des hommes, mais de tirer des leçons pour toute une génération. Les mots d'Ibrahim Traoré résonnent comme un avertissement et un appel. La justice n'appartient pas à la colère, elle appartient à la loi. Sa voix ferme l'a rappelé aux accusés. Vous avez traversé des mers, porté des armes, invoqué des versets déformés pour allumer le feu. Mais l'Afrique n'est pas un champ de bataille offert à la vengeance étrangère. C'est là la première leçon. La vigilance et la vérité sont nos remparts les plus sûrs. Refuser d'être instrumentalisé, refuser que la haine venue d'ailleurs déchire nos villages, exige une attention de chaque instant. Ce procès, bien au-delà de la salle d'audience, nous enseigne la valeur de l'unité panafricaine. Face aux discours extrémistes importés, face aux doctrines qui ne servent qu'à diviser et affaiblir, c'est l'union et la solidarité qui forment la meilleure défense. Chacun, commerçant, jeune, chef de famille, responsable local, porte un fragment de cette responsabilité. Dénoncer les signes de manipulation, prévenir les dérives, protéger la mémoire et l'honneur des victimes. L'émotion intense ressentie dans la salle, ce besoin de nommer les morts, d'écouter la douleur sans détourner le regard, traduit une exigence, ne plus jamais céder au silence, ne plus accepter l'effacement. Le risque est immense. Si nous relâchons notre vigilance, si chacun ne se sent pas directement concerné, la fragilité du continent deviendra à nouveau une proie pour ceux qui voient l'Afrique comme une terre à conquérir ou à manipuler. Protéger la souveraineté, défendre la dignité passe par l'éducation, l'écoute et la capacité à raconter nos histoires, à rendre justice à nos morts. Mais alors, la justice rendue aujourd'hui sera-t-elle suffisante pour apaiser la douleur et redonner espoir? La réponse: dans un instant. L'Afrique ne brûlera plus dans le silence. Ce jour-là, dans la salle d'audience, la vérité est sortie de l'ombre. La justice a été dite, sans clameur, sans vengeance, mais avec la force implacable de la loi. Traoré n'a pas crié. Il a parlé avec cette voix calme, qui porte plus loin que tous les discours. Il a rappelé aux accusés qu'aucune idéologie, aucun prétexte importé ne saurait justifier la barbarie sur la terre africaine. Que ce sol n'était pas un champ de bataille pour les guerres des autres, mais le foyer de ceux qui s'aiment, qui nourrissent, qui rêvent. Devant les juges, les mots étaient graves, coupables de terrorisme, de meurtre, de crimes de guerre. Et la sentence est tombée, sans éclat,
dans le silence lourd de l'histoire qui bascule. Oui, la justice a parlé. Oui, les chaînes ont été posées. Oui, les bourreaux ont été emmenés. Mais non, rien n'effacera la douleur des familles, ni l'absence de ceux qu'on ne reverra plus. C'est ici que commence notre responsabilité. Car oublier, c'est condamner l'avenir à revivre le passé. Se souvenir, c'est protéger la vie. Ce procès n'est pas qu'un verdict, c'est un avertissement. Il nous rappelle que l'Afrique n'est plus ce décor muet où d'autres viennent régler leurs comptes. Désormais, chaque tentative de manipulation, chaque main étrangère qui sème la mort, trouvera face à elle une volonté nouvelle, celle d'un continent debout, uni par la douleur, mais plus encore par la dignité retrouvée. À vous qui regardez, n'éteignez pas la flamme de la vigilance. Racontez ces histoires, refusez l'oubli, car la cohésion et la souveraineté se construisent d'abord dans la mémoire partagée. Aujourd'hui, l'histoire du Burkina Faso nous l'enseigne. La justice peut être la voix des sans-voix, et l'Afrique, enfin, la terre de sa propre vérité.